À la une de ce journal, le Conseil Café Cacao a lancé la campagne 2021-2022. Le kilogramme de café est fixé à 700 francs CFA et celui du cacao à 825 francs CFA. Dans le cadre du lancement de cette campagne, la BNI, Banque nationale d'investissement, a organisé sa 3e édition du networking du café cacao. 11 acteurs de développement ont été distingués à l'occasion de la 3e édition du dîner de gala des bâtisseurs. Et puis nous parlerons de coopération Côte d'Ivoire-Union européenne avec le lancement de l'élaboration des plans d'action du PASSIR 2, programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition sur la campagne cacaoyère. Ce vendredi 1er octobre 2021, le Conseil Café Cacao a lancé la campagne 2021-2022 et fixé à 700 francs CFA le kilo de café et 825 francs CFA pour le cacao. Le prix du cacao payé aux planteurs pour la récolte principale 2021-2022 en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial avec plus de 40%, est donc de 825 francs CFA. Il représente 73% du prix du marché international. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, hélas, malheureusement pour les producteurs, le prix du kilogramme du cacao a chuté de 175 francs CFA si l'on s'en tient à la campagne principale 2020-2021. Toujours dans le cadre du lancement de la campagne Café Cacao, la BNI, Banque nationale d'investissement, a organisé la 3e édition du networking du Café Cacao, un cadre de rencontre entre la banque et les acteurs de la filière dans l'objectif de saluer ces entreprises qui contribuent à un café cacao made in Côte d'Ivoire plus performant. Une occasion pour le directeur général de la BNI d'annoncer le montant dégagé par la banque pour cette rentrée agricole. Walter Kofi et Ismaël Doza. 125 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé par la Banque nationale d'investissement BNI en vue d'accompagner les acteurs de la filière café-cacao dans la campagne 2021-2022. L'annonce a été faite par Issoufou Fadiga, directeur général de la BNI à l'occasion de la 3e édition du networking du café-cacao de la BNI. À travers cette enveloppe qui connaît une hausse de 25% par rapport à la campagne Café Cacao 2020-2021 et des lignes de crédit comprises entre 500 millions et 20 milliards de francs CFA, la BNI veut démontrer son engagement à accompagner la filière Café Cacao. Sur les 3 dernières campagnes, le montant du financement est passé de 50 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2018-2019 à 100 milliards au cours de la campagne 2020-2021, soit un doublement de l'enveloppe globale. Mesdames et messieurs, concernant la campagne 2020-2021, nous avons reconduit notre accompagnement au secteur et dégagé une enveloppe de 100 milliards de francs CFA avec des lignes de crédit comprises entre 500 millions et plus de 20 milliards de francs CFA. Au cours de la campagne Café Cacao qui s'apprête à ouvrir ses portes, la BNI, qui se veut résolument un partenaire privilégié de cette filière importante pour notre nation, entend dégager une enveloppe de plus de 125 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs de cette filière. Cette rencontre entre la Banque nationale d'investissement et les acteurs de la filière café-cacao est une occasion de célébrer la qualité de leur partenariat et les bonnes performances réalisées ensemble sur l'activité café-cacao. En vue de matérialiser sa confiance, la BNI a décerné à plusieurs de ses partenaires des certificats de reconnaissance et des trophées au cours de la soirée. Ce prix aujourd'hui qu'on reçoit traduit la bonne collaboration qui existe depuis des années entre nous et la BNI. Ça traduit aussi la confiance et le travail de qualité des équipes. Et ça aussi traduit le bon avenir entre ces 2 entités. La période qui est assez dure, c'est pendant la période de la pandémie, mais quand même avec tout notre effort, avec tout le support de notre partenaire, on arrive de faire très bonne campagne. Derrière, on est heureux, on veut continuer d'agrandir encore. Donc heureusement, le BNI a fait nous confiance ce soir. Le networking Café Cacao BNI était rendez-vous organisé en prélude au lancement d'une campagne de la filière afin de remercier le portefeuille de clients
mais surtout de créer un cadre d'échange et de découverte entre les différents acteurs de l'écosystème de la filière café-cacao made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la BNI, avec sa présence sur toute l'étendue du territoire national et plus de 120 points de distribution, est un modèle de banque universelle offrant des produits aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Une page de santé à présent dans ce journal. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Diagnostiqué tôt, il se guérit vite. Ce message d'espoir est de la directrice du Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Ce message a été donné ce vendredi 1er octobre 2021, marquant la journée consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Diane Kablancan et Tima Traoré. Octobre, c'est le mois dédié à la lutte collective contre le cancer du sein dans le monde. Pendant ce mois, personne ne veut rester indifférente face à ce tueur silencieux. La Côte d'Ivoire est chanceuse. En première ligne de front dans la lutte contre le cancer du sein, le pays s'est doté de l'un des établissements sanitaires les plus performants de l'Afrique. Il s'agit du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO. Ce 1er octobre, le centre est en pleine campagne d'information. Objectif, sensibiliser les populations au dépistage du cancer du sein. Les cancers peuvent se traiter en Côte d'Ivoire, mais comme on est dans le mois d'octobre, on parle du cancer du sein. Et le cancer du sein, il peut se traiter entièrement. Avant, il n'y avait pas la radiothérapie. Depuis plus de 3 ans et demi, il y a la radiothérapie. Mais c'est surtout aussi les rassurer que ça se fait dans un contexte de soins, de décisions sécurisées, dans un contexte de concertation pluridisciplinaire avec un plateau technique qui est avancé. Autre chose, les rassurer que ça se fait dans des conditions d'humanisation de soins. Vous avez vu l'esprit de famille que les soignants cherchent à avoir avec les patients et leurs proches. Et enfin, que c'est accessible financièrement. C'est vrai, ce n'est pas gratuit, mais c'est des tarifs qui ont été étudiés. Et l'État étant conscient que certaines personnes peuvent avoir des difficultés, a mis en place des modalités pour faciliter une accessibilité financière. Pour les malades du cancer du sein, grâce au CNRAO, l'espoir est permis et ces personnes peuvent même avoir une vie normale. Ce que je peux dire sur cette maladie, qu'une fois qu'on te dit que tu as le cancer, il ne faut même pas te paniquer. Il faut que tu te libères et que tu sois positif. Puisque le cancer, maintenant, ça se traite et ça se guérit. Dès que tu aperçois la boule, il faut te rendre à l'hôpital. Et de là-bas, tout ce qu'on va te dire de faire, tu le fais. Le ministre en charge de la Santé a marqué par sa présence la détermination du gouvernement à lutter contre toutes les formes du cancer en général et celle du sein en particulier. Pierre Demba a aussi exhorté toutes les femmes au dépistage gratuit du cancer des seins durant tous les mois d'octobre. Notons que cette maladie reste la 5e cause de mortalité dans le monde avec 685 000 décès l'année dernière. En Côte d'Ivoire, le cancer des seins affiche un taux de mortalité estimé à près de 75%. Le pays compte actuellement 12 000 personnes atteintes de cancer des seins et enregistre en moyenne 2500 nouveaux cas chaque année. On l'annonçait en titre, le rideau est tombé ce jeudi 30 septembre 2021 à Abidjan sur la 3e édition du dîner de gala des bâtisseurs. Cet événement organisé par Bicom et le réseau professionnel des journalistes d'économie a connu un franc succès avec 11 récipiendaires primés et la participation du ministre en charge de la construction. Quand l'immobilier va, tout va, a-t-on coutume de dire. Depuis quelques années en Côte d'Ivoire, le secteur du bâtiment et des travaux publics est en pleine expansion. Certains acteurs se distinguent dans le BTP et leur valeur a été détectée, reconnue et primée ce jeudi au cours du Gala des bâtisseurs. Nous sommes à la 3e édition, une édition spéciale qui a décidé de mettre en avant les figures de proue et les acteurs performants souvent anonymes qui font avancer le secteur du BTP en Côte d'Ivoire. Cette année, la structure de communication Bicom et son jury en ont identifié 11.
issus de tous les sous-secteurs du BTP. Après une année difficile due à la pandémie donc, du coronavirus, il fallait d'abord mettre l'accent sur les entreprises résilientes. Les entreprises qui ont pu contenir la pandémie, qui ont pu résister et qui ont pu se projeter dans l'avenir. S'en est suivi la séance de distinction. Une dizaine de lauréats issus du secteur du BTP ont vu leurs mérites et expertises récompensés par les beaux trophées et les diplômes d'honneur. Avec ce couronnement, les récipiendaires, visiblement heureux, ont exprimé leur satisfaction pour le choix et se disent fiers de contribuer au rayonnement du secteur du BTP en Côte d'Ivoire. Ce diplôme vient ici, cette entreprise que je dirige depuis 5 ans. Et désormais, nous sommes comptés parmi les meilleures entreprises de la place en électricité. Nous avons été primés meilleurs bâtisseurs, meilleure entreprise dans la promotion immobilière. Donc véritablement c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Je rends gloire à Dieu qui m'a sélectionné parmi les meilleurs. Covibato est dans l'immobilier, aménageur foncier. Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, s'est félicité de l'initiative qui met en exergue les acteurs du logement en Côte d'Ivoire. Il précise les objectifs de son département ministériel. Notre mission, globalement, c'est d'offrir à nos concitoyens un service de qualité d'abord et de faire en sorte de leur assurer un cadre de vie décent. L'artiste Baïs Pinto a assuré la note de gaieté de cette belle cérémonie et le rendez-vous est pris pour la 4e édition de la soirée des bâtisseurs en 2022. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Marius Siri. Une étude de capitalisation des plans de soutien nationaux aux entrepreneurs et aux travailleurs de l'économie informelle a été réalisée en collaboration avec l'Organisation internationale du travail et l'Union européenne. Les résultats de ces travaux étaient au centre d'un atelier tenu récemment à Abidjan. Cette étude, qui a consisté à mesurer l'impact de la Covid-19 sur le secteur informel, vise à formuler des propositions pour une meilleure transition structurelle. Issa Badini et Richard Akeke. La Covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes de protection sociale. Si les entreprises et les travailleurs du secteur formel ont pu bénéficier du parapluie des structures étatiques, cela n'est pas forcément le cas du secteur informel qui semble être le parent pauvre du système. Les échanges et la restitution de l'étude objet de cet atelier comportent les plans d'action de soutien nationaux aux entreprises et travailleurs de l'économie informelle en Côte d'Ivoire. Autour de la table, experts nationaux, l'OIT, Organisation internationale du travail, l'Union européenne et également le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La pandémie de Covid-19 a montré combien les acteurs et les entreprises qui sont dans l'économie informelle sont vulnérables au moindre choc, puisque pour cela, ils n'ont pas de revenus de remplacement s'ils n'ont pas accès à leur activité économique. Et donc dans ce cadre-là, il y a un vrai effort au niveau national à travers le FASI, et donc le Fonds d'appui au secteur informel, qui a permis d'offrir des financements pour leur permettre de tenir le coup pendant la pandémie et la réduction de l'activité économique, mais surtout un effort gouvernemental d'extension de la couverture sociale à ces travailleurs. Selon les statistiques, la couverture de la protection sociale en Côte d'Ivoire ne représente que 10% de la population. L'action du gouvernement et ses partenaires de l'OIT et de l'Union européenne vise à accroître significativement ce pourcentage d'ici 2025. La phase 2 du PASSIR, entendez Programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, est entrée en vigueur en janvier 2021.
Une phase d'exécution qui nécessite la maîtrise des différents outils de l'accord de commerce entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. À cet effet, un atelier portant lancement de l'élaboration des plans d'action opérationnels des groupes techniques s'est tenu à la représentation de la CEDEAO dans la commune de Cocody. Cet atelier portait essentiellement sur la question douanière. Issa Badini et Doumbia Ayouba. L'atelier de ce jour marque le début de l'élaboration des plans d'action opérationnels des groupes techniques PASIR 2, programme d'appui à la compétitivité et l'intégration régionale. Le premier groupe technique et non des moindres est le secteur douanier, bras séculier dans l'exécution de cet accord de commerce Côte d'Ivoire-Union européenne. La douane, par exemple, est en première ligne parce que pour faire le commerce, pour faciliter le commerce, il faut enlever les droits de douane, ou alors il faut réviser les droits de douane à la baisse. Et cela ne doit pas se faire n'importe comment, ça se fait en fonction des règles qui sont prévues par la douane. Donc du coup, il est important pour nous de mettre la douane en première ligne. Et une chose est de diminuer les droits de douane, mais une autre c'est de permettre aussi que l'État puisse avoir ses recettes. Donc ce qui va être diminué à la douane, il faudrait que les entreprises travaillent activement à élargir leur surface d'activité, leur production, pour que l'assiette fiscale à l'intérieur s'élargisse. L'APE Côte d'Ivoire-Union européenne est aussi et surtout l'affaire de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Une cellule qui a été la cheville ouvrière des négociations sur l'accord. Tout accord a, des droits, chaque partie a des droits et des devoirs. Donc l'idée de la création de ces groupes techniques, c'est de voir qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire doit faire pour se conformer à l'accord que nous avons signé depuis 2008. Et nous félicitons déjà le ministère en charge de l'intégration africaine d'avoir initié l'installation de ces groupes techniques qui devrait in fine permettre à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier de cet accord et de communiquer largement sur les effets de cet accord. Le PASIR 2, faut-il le souligner, est rentré en vigueur le 1er janvier dernier. D'un montant d'environ 5,9 milliards de francs CFA, il vise à contribuer à la compétitivité du secteur privé et de ses capacités de production, de transformation et d'exportation sur les marchés régionaux et internationaux. Sa durée d'exécution est de 6 ans. Ouvrons un chapitre sur l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut faire de la transparence dans la gestion des finances publiques son cheval de bataille. Cette semaine, son inspection générale en charge de l'audit et de contrôle était en séminaire avec tous ses démembrements du ministère. Objectif, apprendre aux directeurs centraux à détecter les risques des mauvaises gouvernances et à y remédier. C'était à l'Amphi A à l'université Félix Houphouët-Boigny. Philippe Zabo et Tima Traoré. Ce sont au total 40 structures de l'administration centrale et de structures sous tutelle qui ont répondu à l'appel de l'inspection générale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour prendre part à cet atelier. Il s'agit pour ces directeurs centraux de recevoir des informations sur la cartographie des risques de mauvaise gouvernance. En d'autres termes, répondre à ces questions simples. Qu'est-ce qu'un risque dans l'administration? Comment l'identifier? Pourquoi détecter très tôt le risque pour limiter son impact? La modernisation de l'administration, c'est aussi l'introduction et la promotion de l'audit et du contrôle interne dans l'administration. Et un élément essentiel de bon fonctionnement de nos services, c'est la redevabilité et la prévention des risques. C'est que tous les ministères techniques sont amenés à fournir un rapport annuel de performance sur la gestion des deniers publics qu'on leur confie. Et donc pour atteindre ces objectifs de performance, il faut en amont appréhender tout ce qui peut empêcher ou retarder l'atteinte de ces objectifs, d'où les risques. Appréhender les risques, établir donc une cartographie de tous ces risques qui peuvent donc empêcher l'atteinte de ces objectifs. Le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tient à faire de la bonne gouvernance de ces structures sous tutelle une priorité. Les résultats de cet atelier feront tache d'huile et serviront d'exemple aux autres ministères.
Toujours dans le cadre de l'enseignement supérieur, une double cérémonie s'est tenue au siège du groupe école 2IAE dans le quartier Palmeraie à Abidjan. Le promoteur de cette grande école d'élite en entrepreneuriat en Côte d'Ivoire a fait le bilan du séminaire international organisé par son université en collaboration avec l'université Sherbrooke du Canada sur la gestion axée sur les résultats et lancé officiellement la rentrée académique 2021-2022. Du 13 au 15 septembre 2021, l'Université de l'entrepreneuriat de Côte d'Ivoire 2IAE et l'Université de Sherbrooke au Canada co-organisaient au centre d'incubation du groupe École 2IAE à Azagué un séminaire international sur la gestion axée sur les résultats GAR. Un défi organisationnel relevé par cette université qui se réjouit des objectifs atteints. Le directeur général du groupe 2IAE Canada se félicite de la présence massive des participants en présentiel et en ligne. Nous avions ouvert sur la sous-région, donc nous avons des personnes qui participaient du Ghana, de la Guinée, du Mali. Donc c'était tout un défi. L'objectif était d'apprendre aux participants à élaborer le tableau de bord de gestion, de faire une étude comparative budget moyen et budget programme, entre autres. Pour le président directeur général du groupe École 2IAE, son université est prête à relever tous les défis de la formation. Nous avons réussi à faire connaître davantage l'université de l'entrepreneuriat. Les participants sont repartis satisfaits, enseignés et formés sur la notion de la gare. Aujourd'hui, ils sont en mesure de faire la comparaison entre budget moyen et budget programme, d'établir leur tableau de bord de gestion. Nous avons aussi montré notre capacité à organiser un séminaire international en ligne et en présentiel. Profitant de l'actualité, Séraphin Koua a procédé également au lancement de la nouvelle année académique en direct et en ligne dans les 5 écoles du groupe 2IAE. Il a saisi l'occasion pour présenter les résultats des examens du BTS 2020-2021 dans son université. Mais il a insisté sur la rentrée effective des étudiants pour cette année académique 2021-2022. Voilà, nous on va commencer le 11 octobre. Donc tout le monde au travail. C'est pour ça que dès suivez vraiment votre progression, vous avez vu que tout a changé au ministère. C'est la première fois en 16 ans, nous avons un tableau de bord. Chapeau à notre ministre. On sait où on va, on sait quand on commence, on sait quand on termine. Ça, c'est important. Donc, nous, les autres années, on finissait en juin. Mais cette année, quand on va dire fin mai, nous, on a fini nos programmes. Fin mai. Donc, le deadline, le tableau de bord est déjà tracé. Avec ses nombreux atouts, le groupe École 2IAE dispose de plusieurs campus pour ses nouveaux étudiants. Il propose pour cette nouvelle année académique 2021-2022 aux nouveaux étudiants bacheliers plus de pratiques avec un grand centre d'incubation situé à Azagué-Awa. Ce reportage était signé Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. Intéressons-nous au secteur maritime. 241 élèves officiers de la 32e promotion de l'ARSTM, entendez, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ont reçu leur épaulette lors d'une cérémonie marquant leur sortie officielle. Ces élèves officiers sont issus de tous les métiers de la chaîne de valeur du secteur maritime et portuaire. Retour sur les temps forts avec nos reporters Philippe Zabo et Ézéchiel Siri. C'est par l'hymne national de Côte d'Ivoire que la cérémonie marquant la sortie de la 32e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a débuté. Les temps forts de cette cérémonie ont été la pose des épaulettes, le baptême de la promotion sortante par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, parrain de la cérémonie. Et enfin, le défilé des élèves sortants. Cette cérémonie marque la confiance que toutes les entreprises du secteur maritime doivent porter aux 241 élèves officiers. Ils sont aptes à exercer dans tous les corps de métier: navigation maritime, sûreté, sécurité et environnement, management des opérations portuaires et logistiques, activités industrielles et offshore ou encore communication.
Autant de savoir-faire pour lesquels Karim Koulibaly, directeur de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, attend des sponsors. Vous avez vu qu'au cours de la cérémonie, il y a eu plusieurs entreprises qui ont offert des stages. C'est ça l'objectif, qu'on se retrouve entre nous du monde maritime, qui est le monde de la marine marchande, et que nos enfants qui sortent, on puisse montrer au grand monde, aux grands partenaires, aux entreprises qui sont sur le terrain, ce qu'ils font, et que aussi ces entreprises soient prêtes à les recevoir. Quant au ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, il s'est dit heureux du partenariat signé entre l'Académie et son ministère. Ce partenariat a permis à l'Académie de former 500 jeunes Ivoiriens à 15 métiers différents. Et pour ce partenariat réussi, donc, nous allons donner l'opportunité à 1000 autres jeunes, à partir du 15 octobre, donc d'être recrutés par l'Académie de la mer et donc d'être formés aussi pour 580 millions de francs CFA. J'invite à cet effet les jeunes à s'inscrire massivement sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeunes et dans les guichets emploi. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est une école créée en 1987. Elle regroupe 15 pays de langue francophone, anglophone et lusophone. Elle a formé plus de 10 000 cadres africains, aujourd'hui de véritables experts au service de leur pays et en activité dans des sociétés nationales et multinationales. Une page sportive pour terminer cette édition. La Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Depuis quelques années, les infrastructures sportives poussent dans plusieurs villes du pays. Le ministre François Albert Amicha, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a effectué une visite dans la ville de San Pedro pour s'enquérir de l'avancement des travaux des infrastructures sportives qui abriteront certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Abel Kwao. La Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 arrive à grands pas, les infrastructures devant abriter cet événement sportif continental aussi. Le ministre François Albert Amichia, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN, en a eu la preuve au cours de sa visite dans la ville balnéaire de San Pedro. François Albert Amichia était sur le site du tout nouveau stade de San Pedro en construction, mais aussi sur les sites des stades d'entraînement. Après la visite des chantiers, le président du COCAN se dit très heureux et rassure les uns et les autres de la bonne évolution des travaux. Nous sommes en 2021. La compétition a lieu en 2023. Les entreprises et les superviseurs que sont le BNET et l'ONS nous certifient qu'au cours du premier trimestre de l'année 2022, nous aurons les installations prêtes. Le ministre François Albert Amichia a aussi salué la célérité des travaux réalisés par la filiale du groupe Snedai, Omni Travaux, la seule entreprise ivoirienne à participer à la construction d'infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Elle a à sa charge la construction de la cité CAN de 32 villas de 5 pièces devant accueillir les équipes de 4 terrains d'entraînement et le stade olympique de San Pedro d'une capacité d'accueil de 20 000 places. Omni Travaux est spécialisé dans les BTP, les travaux routiers, l'assainissement et les ouvrages d'art. Pour la réalisation de ces infrastructures, Omni Travaux s'est fait accompagner par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation. Malgré l'avènement de la Covid-19 et de la pluviométrie, Omni Travaux et son partenaire comptent livrer les infrastructures dans le premier trimestre de l'année 2022. D'énormes travaux ont été faits. Sur le stade actuellement que vous pouvez voir, l'avancement est quand même très poussé. Nous pouvons finir ce stade courant premier trimestre de l'année 2022. Sur les stades d'entraînement, effectivement, là, c'est pareil. Nous pourrons finir tout ce qui est vestiaire pour la fin de l'année. Et il ne nous resterait plus que les pelouses à faire, effectivement, pour qu'on puisse finir le premier trimestre 2022. Quant aux villas destinées pour l'hébergement des équipes, effectivement, là, nous pourrons livrer dans les délais. Nous pourrons, à la fin de l'année, nous pourrons livrer tous les stades. Notons que, prenant en compte les exigences de la CAF et les normes de la FIFA, la Côte d'Ivoire met à la disposition des organisateurs de la CAN 2023 6 stades aux standards internationaux dans 5 villes, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo et San Pedro.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.